messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. À partir du 2 mars dernier et jusqu'au 22 avril, la Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre vous invite à visiter sa nouvelle exposition parce que ça change à chaque 2 mois ou environ. Alors, venez voir comment on vivait au 19e siècle. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente patrimoniale de cette société, Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Ça me fait très plaisir. Il y a un nouveau thème. Oui. Et là, on ne s'était pas consulté avant, mais est-ce que je me suis trompé ou bien c'était à peu près ça, une nouvelle exposition aux 2 mois ou environ? Bien, tout dépend des années. Il y a des années qui viennent plus rapidement. Il y a des années qui peuvent durer un petit peu plus longtemps. OK. Comme à ma souvenance, les ponts couverts avaient été quand même Bien, les ponts couverts, c'est c'était... une exposition qui est permanente maintenant à la Société d'histoire. Oui. Elle est toujours là. Les gens peuvent venir. On va faire une parenthèse, oui, parce que moi, j'ai été voir cette exposition, puis on invite les gens à y aller. Mais il y a tellement de beaux ponts, là. C'est extraordinaire. Puis c'est vrai, c'est bien de me ramener à l'ordre, si on veut, mais seulement que c'est vrai que c'est une exposition permanente. Puis allez voir ça. Quand vous allez voir là, la prochaine exposition qui est maintenant porte ouverte, si vous me le permettez, là, sur les photos qui datent du 19e siècle, faites un petit détour à même la maison, puis allez voir les ponts, l'exposition des ponts couverts, c'est extraordinaire. Il y a eu les Sœurs de l'Assomption aussi. Il y a eu beaucoup de Sœurs de l'Assomption ici chez nous, en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue. Et là, on en est sur un nouveau thème. Et je vous laisse aller avec ce nouveau thème. C'est noir sur blanc, des photos pour le dire. Ce sont des photos du fin du 19e siècle, début 20e siècle. Okay. Vous avez des photos de la région. Et vous avez des photos aussi, on ne sait pas vraiment l'endroit où elles ont été prises, mais on trouvait que c'était représentatif des vêtements de l'époque, de la fin du 19e siècle. Là, j'en montre une ici à l'écran qui est la gare de la Reine Okiko. Oui, c'est ça. Ça doit dater du début du 19e siècle ou à peu près. Bien, environ vers 1930, cette photo-là. Vers 1930, OK. C'est ça que, quand on parle de noir et blanc, là, on en a l'exemple ici quand on parle de noir et blanc. Est-ce que ce sont des photos de chez nous? Quand je parle de chez nous, de notre coin ici, en Abitibi-Ouest? Bien, comme je vous disais, celle-ci qui est d'époque, fin du 19e siècle, on ne sait pas où elles ont été prises. La dame qui nous les a remis ne le savait pas, elle non plus. Mais comme je disais tantôt, c'est parce qu'on trouvait que c'était représentatif des vêtements de l'époque. Alors, c'est pour ça qu'on les a exposés. Et l'autre partie de l'exposition représente une partie des développements de l'Abitibi-Ouest, si je peux dire, par le développement des chemins, les gares. On a aussi d'autres Parce que quand on regarde la photo qu'on vient de montrer là, à l'écran, quand on visite des musées très anciens, ce sont les robes d'époque. Ça, je pense que sans se tromper, on peut parler des années 1800, là, je pense. Fin 1800, fin 1800 début là, 1900. environ, exactement. C'est ça. Qui vous emporte toutes ces photos-là? Bien, celles-ci nous ont été apportées par Mme Jeannette Théberge. C'est une dame de Rouen. OK. Et cette dame-là, bien, elle nous les a léguées. Et nous, on a demandé l'autorisation de pouvoir les utiliser pour faire une exposition. L'autorisation a été accordée. Et ce sont des gens qui veulent se départir de photos, des objets qui font que nous, on peut monter des expositions. Alors, ces personnes-là, on ouvre un fonds à leur nom. Et à partir de ça, bien, on est capable de monter des expositions et montrer aux gens comment ça se passait dans le temps. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui pourraient dire « Hey, moi, là, j'en avais, mais je ne veux pas les donner. Ce sont des souvenirs qui me viennent
de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. Après ça, ça a été à mes parents. Puis là, c'est rendu à moi. Je veux les léguer à mes enfants, à mes petits-enfants. Oui. Si on vous en emporte... Nous, on les numérise. Et après, on peut les remettre aux gens. Et bien souvent, quand les gens nous en apportent pour la numérisation, moi, je me dépêche de le faire le plus rapidement possible pour que les gens reçoivent le plus rapidement possible leurs photos. Fait que si on vous dit, je vous les donne, j'en veux plus, il n'y a pas de problème avec ça. Non. Mais par contre, si on vous dit, bien là, moi, j'aimerais là, les revoir parce que je tiens à ça beaucoup, il n'y a aussi pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça non plus. Et les documents, c'est la même chose. Mettons, les gens ont des exemples, des contrats notariés ou des choses comme ça. Peu importe l'objet. Peu importe l'objet, on a le numériseur on a un numériseur professionnel maintenant, fait qu'on est capable de faire de belles reproductions de photos. D'ailleurs, ça en est des numérisations, parce que ces photos-là ont été tirées de plaquettes de métal, négatifs de métal. Dieu, alors, c'est comme celle-ci, là. Sûrement, oui, parce que... Et c'est une photo numérisée. C'est ça, parce que moi, j'en ai chez nous quelques photos, puis on dirait que c'est sur... C'est une espèce de carton très rigide, là, Mais celle-là, c'est vraiment métallique. C'est vraiment une plaquette de métal, et... à partir de ça, on a numérisé et les photos ont sorti telles que vous les voyez présentement. C'est extraordinaire. J'en ai une autre ici qu'on pourrait peut-être juste montrer. Ça, c'est aussi, ça fait partie de votre exposition. Oui. Et le monsieur, c'est Abraham. Sûrement qu'il y en a qui l'ont connu. C'était un marchand de guenilles et de différents objets là, dans le temps. Alors, là, je vous dirais de quoi, mais c'est que les gens m'ont dit, il est donc bien vieux, Gaby. Mais je me souviens, parce que quand même, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, moi, je me souviens, j'étais tout petit, puis il passait en avant de chez nous avec son cheval, mais je ne pensais pas que ça pouvait être, Abraham. Tout le monde, je ne sais pas si c'était son vrai nom, mais tout le monde l'appelait Abraham. Fait que, non, je n'ai pas 90 ans encore. Là. Non. Mais on parle de fin des années 50, et puis j'étais vraiment tout petit à ce moment-là, et je me souviens très bien. Il passait, puis il ramassait toutes sortes de choses. Il échangeait les choses aussi. Voilà. Vous en avez une autre ici que j'aimerais que l'on montre. Ça ici, c'est tiré d'un article de journaux de la presse de fin 1905. C'était la mode du jour en 1905. C'était une façon de se protéger le visage de la poussière en automobile. Et j'ai ressorti quelques textes humoristiques pour mettre dans mon exposition. Oui, exactement. Alors, les gens peuvent passer venir lire ces petits bijoux. D'accord. On invite les gens là, beaucoup. C'est déjà débuté depuis le 2 mars dernier et c'est jusqu'au 22 avril. En terminant, le coût d'entrée, il n'y en a pas. C'est gratuit pour tous. C'est gratuit, donc c'est très accessible et c'est à la maison... Maison Lavigne. Maison Lavigne, près de la au 187 principal. Exactement. Alors, et puis, la prochaine exposition, j'aimerais qu'on en parle un peu parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'ici au printemps de revenir sur ça, mais j'aimerais qu'on en parle. Prochaine exposition estivale, c'est en collaboration avec les fermières d'ici, de l'Abitibi-Ouest. Okay. Ils vont fêter leur 100e anniversaire. Oui. Alors, à cette occasion-là, ils nous ont demandé si on serait intéressé de monter une exposition pour l'événement. Oui, quand on connaît le travail des fermières, ça va être une exposition qui va être réelle. Oui, là, on va voir du tissage, des courtes pointes. Je connais ça un peu parce que j'ai une belle-sœur qui est fermière depuis X années, puis ils font tellement de belles choses. Et l'exposition devrait débuter au début de mai. Au début de mai. Celle-là. Voilà. Dès que celle-ci se termine, on commence le montage de l'autre. Fait que première semaine de mai, là, ça devrait être l'ouverture va se faire. Être l'ouverture. Alors, il y a aussi juste les sœurs de l'Assomption qui ont exposé ça aussi. Il y a 2 ans, c'était les sœurs de l'Assomption. Oui. C'était une exposition, c'est sûr qu'on voulait rendre hommage aux religieuses qui ont enseigné pendant 90 ans ici. Il y en avait beaucoup ici, oui. Et l'année dernière, c'était sur le train. C'était
une façon de montrer aux gens comment le train s'est envenu ici en élaborant. Oui, je l'ai manqué celle-là parce que j'aurais beaucoup aimé la voir, mais seulement que. Qui donne les thèmes des expositions? Ça vous vient selon ce que les gens vous emportent? Ben oui, mais aussi, il faut avoir assez d'informations pour pouvoir monter une activité, une exposition. Oui. Mais bien souvent, c'est à l'interne, on est 3 personnes. C'est ça, parce qu'on a tout le pédigree à chaque photo qu'il y a, etc. C'est ça aussi qu'il faut avoir et savoir. Donc, l'exposition du 19e siècle, début du 19e siècle, noir et blanc. On vous invite à aller voir ça à la Maison Lavigne. C'est du 2 mars, c'est maintenant ouvert jusqu'au 22 avril prochain. Et le coût d'entrée, bien, c'est gratuit. Et la prochaine exposition sur le 100e anniversaire des fermières en Abitibi-Témiscamingue. Alors, Madame Pichette, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. C'est vraiment très bien et très beau. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Archéo 08 existe depuis de nombreuses années. L'Abitibi-Témiscamingue est-elle riche en artefacts de toutes sortes? Alors, pour répondre à nos questions, je reçois l'archéologue et directeur général de Archéo 08, M. David Laroche. M. Laroche, bonsoir. Bonjour. M. Laroche, merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Archéo 08, moi, même si je n'en fais pas, mais je suis un passionné d'archéologie. Puis j'ai un de mes grands amis de Montréal qui est archéologue, justement. Puis il passe l'été voisin de mon chalet, fait qu'on on jase de beaucoup de choses. À Montréal, il y en a énormément. Là, même, il a été fouillé en dessous de l'oratoire Saint-Joseph à un certain moment donné. Il y en a terrible. Mais il faut se dire que chez nous aussi, en Abitibi-Témiscamingue, on est riche. En archéologie. Mais avant d'aller plus en détail, moi, j'aimerais, M. Laroche, si vous me permettez, que vous nous expliquiez qu'est-ce que Archéo 08 et ça existe depuis combien de temps? Parce que là, on commence à en entendre parler beaucoup plus aujourd'hui. Bien, Archéo 08, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1985. Donc, cet automne, justement, c'est notre 30e anniversaire d'existence qui va être fêté. Puis, on est un organisme de recherche archéologique qui est soutenu par le milieu, puis qui était une volonté aussi du milieu culturel. En 1985, on s'est rendu compte qu'on avait une connaissance de notre histoire récente qui était quand même bien, sauf qu'on n'avait pas de connaissance à savoir ce qui se passait plus on reculait dans le passé. Puis, on trouvait que c'était un besoin que la région avait de connaître son passé, entre autres le passé préhistorique. Et puis, à ce moment-là, on ne voulait pas avoir non plus juste des firmes qui viennent, d'exemple, de Montréal ou de Québec, des choses comme ça, qui viennent étudier en région, puis qui repartent, qui nous envoient un beau rapport qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans notre région. Donc, la corporation a été créée à ce moment-là pour pouvoir pallier à cette lacune-là. Avoir des gens du milieu qui étudient le milieu archéologique en région, puis que les connaissances proviennent de la région. Donc, notre volet de recherche est quand même assez important. Aussi, on a un volet, veut pas de promotion de la connaissance archéologique, juste parce que c'est important. On croit que les gens connaissent leur patrimoine et puis sachent d'où qu'on vient. Et puis aussi, on a le volet éducatif, dans un sens. Je fais beaucoup de présentations scolaires pour pouvoir arriver et pouvoir inculquer. Puis aussi, on est ici pour supporter le milieu, que ce soit pour des études d'impact environnemental ou les municipalités qui veulent avoir des interventions ciblées dans certains secteurs. On fait partie du schéma d'aménagement, puis on fait partie des études d'impact environnemental en archéologie. Donc, on se fait beaucoup consulter, autant par les milieux. Vous êtes un peu un genre d'expert conseil. Exactement, oui. Par contre, notre structure en tant qu'organisme à but non lucratif est bien particulière puis est pas mal unique à ce qu'on a ici au Québec. Des organismes à but non lucratif en recherche régionale, on est les seuls au Québec. Donc, on a une expertise locale qui est vraiment importante. On entend parler beaucoup, M. Laroche, des grands centres. Mais chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que chez nous, on est une région
où l'archéologie vaut vraiment, vraiment la peine. Je ne devrais pas dire ça parce que je suis certain que pour vous autres, ça a toujours un sens, ça a toujours la peine d'aller voir. Ouais. Mais est-ce que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, versus les grands centres où Québec existe depuis 1600 quelques, etc., est-ce qu'on est riche chez nous en Abitibi-Témiscamingue? C'est certain que, bon, si on parle de richesse archéologique, on peut le comprendre de bien des manières différentes. Par contre, il ne faut quand même pas penser que notre région est jeune non plus. Ah, OK. On n'arrête pas de dire que ça fait pas longtemps qu'on est dans l'Abitibi, qu'on fait pas longtemps. Sauf qu'il faut quand même comprendre qu'avant qu'il y ait eu la colonisation avec les Européens de tout l'ensemble du territoire québécois, puis après coup, des nouveaux colons en Abitibi, bien, l'archéologie abitibienne, témiscabitibienne, on est capable de reculer environ jusqu'à 8000 ans dans le passé. Oh mon Dieu. Donc, on couvre de 8000 ans jusqu'à 3500 ans avant aujourd'hui. Donc, ça fait pas longtemps qu'en Abitibi, toute cette période-là, c'est juste de la documentation archéologique qu'on peut avoir pour les connaissances, à savoir comment les gens vivaient sur le territoire. C'est pas une région qui est jeune, l'Abitibi-Témiscamingue. Juste en vous disant ça, on comprend que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont ici, un. Puis deux, en fait, de nombre de sites archéologiques, c'est impressionnant comment on est assis sur une mine d'or. Oui, il y a les mines d'or vraiment réelles pour pouvoir faire de minerais, c'est sûr, oui. mais du point de vue archéologique, on a beaucoup de sites importants. Combien y a-t-il approximativement là, de sites chez nous en Abitibi-Témiscamingue? Complètement inconnus. Pourquoi? Parce qu'on en découvre à toutes les années. Okay. Le processus de recherche archéologique, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Présentement, j'ai fait des recherches avec le ministère de la Culture et des Communications. Je les ai demandé avant de venir vous rencontrer. Puis ils m'ont dit, présentement, 516 sites archéologiques en Abitibi-Témiscamingue, des sites connus. Connus, OK. Exactement. Oh mon Dieu, OK. Donc, ça, c'est sans compter tous les inconnus. On en retrouve tout le temps. Où il y en a le plus, si on parle de toute l'Abitibi-Témiscamingue? Honnêtement, il y en a beaucoup partout de découverts. Par contre, il faut quand même dire qu'à date, on a eu beaucoup d'efforts de recherche, autant Archéo 08 que d'autres firmes qui sont venues, puis d'autres chercheurs dans le passé, dans les années 70, qui ont regardé tout ce qui était secteur Lac-Abitibi, Rivière-du-Parquet, Lac-du-Parquet. Je vous dirais que sur les 516 sites archéologiques qu'on connaît présentement, il y en a environ 190 qui sont dans ce coin-là. Donc, on a une grosse... Puis ça, c'est Lac-Abitibi, juste du côté québécois. On s'entend que le lac Abitibi, de l'autre côté de la frontière... Et le 3/4 est en Ontario. Exactement. Okay. C'est très, très grand. Puis c'est sûr qu'il y a une tonne de sites de ce côté-là aussi, sauf que, étant du côté québécois, notre expertise est québécoise. Donc, on n'est pas allé travailler de l'autre côté. Le reste est réparti partout en région, puis on retrouve différents types de sites aussi. Donc, on a plusieurs types de sites, puis il y a des concentrations. On voit que Lac-du-Parquet, Rivière-du-Parquet, Lac-Abitibi, c'est un gros axe. Là, dites-moi une chose, parce que moi, j'ai navigué beaucoup sur le Lac-Abitibi, puis je sais qu'il y en a des sites. Je sais que c'est riche en artefacts. Je sais que c'est bon, parce que on en a entendu parler beaucoup. Okay? Bon. On a le Lac-Abitibi. Moi, qui est néophyte dans ça complètement, je ne connais à peu près pas ça, sauf que je lis beaucoup sur ça parce que ça me passionne. Mais dans mon optique à moi, en Abitibi-Témiscamingue, où je voudrais découvrir beaucoup de choses archéologiques, moi, je m'en irais au Témiscamingue. Tu sais, vu le fort Témiscamingue, et puis lac Témiscamingue, puis il y avait la traite des fourrures, etc. Bon, pour moi, là, je dirais, je m'en vais là. Il me semble que c'est là. Mais si j'inverse cette question-là, puis je vous dis, en Abitibi-Ouest, chez nous, on exclut du Parquet, OK? Parce qu'on sait, du Parquet, là, et Bécourt, etc., on exclut ça. On s'en vient plus au nord de l'Abitibi-Ouest, OK? Chez nous, ici, Lassar, Nord-Métal, Macamic, Hautier-Nord, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Est-ce qu'il y en a? C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. C'est certain que les axes de recherche, c'est surtout autour des grandes étendues d'eau. Okay. Que ce soit les rivières, que ce soit les lacs. Parce qu'on voyageait beaucoup par l'eau. Toute la navigation se fait par les cours d'eau, puis tout le transport se fait par les cours d'eau en canot. Ça arrive que les gens vont faire des découvertes fortuites, puis ils vont se promener sur les plages, puis ils vont trouver du matériel. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui est encouragé, par contre.
On n'encourage pas les gens parce que ce que ça fait, c'est que si les gens ramassent du matériel sur les sites archéologiques, nous, en tant qu'archéologues, on perd la connaissance. Voilà. Un. Deux, aussi, il y a le fait que l'archéologie, c'est pas juste des objets. L'archéologie, c'est un contexte. Trouver des objets, c'est le fun. On trouve une pointe, est intéressante la pointe. Mais si cette pointe-là, je suis capable de la mettre en contexte avec d'autres artefacts, puis qu'il y a quelqu'un qui, en amateur, est venu et a fait de la cueillette, moi, je perds un peu le contexte en tant que chercheur, et puis je perds beaucoup d'informations. Donc, s'il y a des gens qui trouvent du matériel, nous, ce qu'on demande, c'est de nous contacter ou encore de contacter le ministère de la Culture pour qu'au moins, on puisse le savoir. Les artefacts qu'ils ont trouvés, là, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ça leur appartient pour l'instant. C'était ma question suivante, exactement. Mais nous, en sachant qu'il y a un site là, on va pouvoir pousser les interventions. Aller plus loin. Exactement, aller plus loin. C'est pas quelque chose, comme je disais tantôt, c'est pas quelque chose qu'on encourage, mais c'est quelque chose qu'on comprend très bien. La curiosité, là, quand on trouve quelque chose, c'est certain qu'on va être curieux un petit peu plus et on va regarder. Oui. En tant qu'amateur, les gens, je rencontre régulièrement des gens qui viennent me montrer leur collection au bureau. Regardez, c'est ça qu'on a trouvé. Moi, je trouve les objets bien intéressants. Mais je veux tout le temps lier ça à une carte. C'est où que vous avez trouvé ces objets-là? Justement pour dire, à un endroit, il y a du matériel. Ah! Cet endroit-là, je ne le connaissais pas. Mais là, vous avez touché un point, là, véritablement, là, un point sensible. C'était aussi une de mes questions, parce que si moi, là, je sais pas, je me promène en forêt ou quelque chose, je suis en Abitibi-Ouest, puis là, voyons, qu'est-ce que c'est que c'est? Hey, ça ressemble à une pointe de flèche. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens, peut-être, avaient peur avant que vous en faisiez mention. Les gens avaient dit, hey, j'en parlerai pas parce qu'il y a peut-être d'autres choses, puis je veux les garder. J'appellerai pas Archéo 08 parce que là, les autres, ils vont venir fouiller, mais ce que vous allez trouver va m'appartenir. Non, parce que c'est des terres de la couronne. Ah, OK. C'est tout dépendant de la propriété terrienne de l'endroit où les objets ont été trouvés. Donc, on rentre dans tout le cadre législatif. Là. Ah oui, là, si on est propriétaire du terrain, là, c'est complètement une autre histoire. Là-dessus. Mais, exemple, quand on se promène sur les plages, souvent, c'est des terres de la couronne. Souvent, c'est là on s'entend, c'est là que le matériel va être souvent retrouvé. Puis les gens, moi, en tant qu'archéologue, comme je dis, ça m'arrive régulièrement. À toutes les années, j'ai une dizaine de personnes qui m'envoient un courriel avec une photo d'un artefact qui a été trouvé. Des fois, j'ai une localisation avec un GPS, des fois non, des fois j'ai une carte, des fois non. Mais ils me disent, dans ce coin-là, j'ai trouvé quelque chose, parfait. Moi, je me revire de bord, j'informe le ministère de la Culture, parce qu'eux tiennent des registres, et puis on documente ces sites-là, puis on peut les embarquer après coup dans une campagne de fouilles ou encore une campagne d'inventaire archéologique qui est dans le processus de recherche. Là. Moi, je me place à votre place pour quelques secondes, OK? Je m'appelle David Laroche, puis je me promène tout bonnement, comme ça, sur le bord d'un lac, peu importe le lac. Est-ce que j'ai une concentration tout le temps à essayer de regarder si je ne pourrais pas voir quelque chose? Oui, vous? Moi, en tant qu'archéologue, je peux dire que c'est même pire que ça. Oui. Après avoir fait des campagnes, on part sur le terrain pendant des semaines, on revient, puis j'ai fait mes études à Montréal, moi. Je me promenais sur Saint-Denis, je regardais à terre, puis je regardais si la gravelle qui était à terre, c'était pas quelque chose. Je sors d'un terrain, je suis dans ma cour, je fais du jardinage, puis je regarde si c'est pas quelque chose. Puis des fois, ça donne que c'est quelque chose. Marc Côté, notre ancien directeur général, qui est décédé l'année passée, exactement, lui, en faisant du jardinage sur son terrain, a trouvé une coupe d'éclat et un grattoir dans le fond, sur le bord d'une petite rivière quelconque. C'est en faisant du jardinage. Ça veut dire qu'on peut en trouver n'importe où? Oui. Ou à peu près. Ou à peu près. C'est certain qu'il y a des endroits où les gens ont plus intérêt à aller s'installer. Moi, dans ce temps-là, je parle tous les Amérindiens, avant que les Européens arrivent, ils ont des endroits qui sont privilégiés avec tout ça. Puis c'est ces endroits-là que nous, en tant qu'archéologues, on va essayer de faire la recherche en premier là. C'est certain qu'on va pouvoir essayer de trouver d'autres sites à d'autres endroits, sauf que la démarche de recherche est beaucoup plus difficile, disons. Là, vous nous avez apporté quelque chose de vraiment beau. On va demander à notre caméraman. Moi, là, je vais vous laisser expliquer ça. On va prendre un gros plan sur ça, puis expliquez-nous c'est quoi. Puis là, je ne l'ai même pas vu de près parce qu'on s'est préparé. Ça vient de où à peu près tout ça? Puis, est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, d'accord. Expliquez-nous c'est quoi. Dans ce présentoir-là, premièrement, c'est des présentoirs qui ont été faits pour des présentations scolaires.
Okay. Donc, c'est des présentoirs qu'Archéo 08 a monté pour être capable de expliquer comment et quoi on peut retrouver sur les sites archéologiques en région. Okay. Ce présentoir-là, on a un présentoir qui a des artefacts qui viennent du sylvicole. Bon, c'est une période dans la préhistoire qui est juste avant que les Européens vont arriver, puis il va y avoir la colonisation. Donc, c'est la période la plus tardive de la préhistoire. Okay. Puis, on a, dans ce présentoir-là, un exemple de variabilité d'artefacts. Qu'est-ce que vous avez? Sur la première ligne en haut, vous avez des tessons de poterie, donc des morceaux de vases en terre cuite qui viennent de différentes époques. Okay, là, on parle d'ici. Exactement. Ici, là? Cette ligne qui est ici. La ligne en haut. Okay. Exact. Donc, c'est tous des vases en terre cuite qui ont été fabriqués et ou utilisés par les Amérindiens en région. L'ensemble des artefacts que vous avez dans le présentoir viennent tous de sites de l'Abitibi-Témiscamingue, okay, de l'ensemble de l'Abitibi. Donc, on a vraiment pris des objets caractéristiques. Tout ça n'a pas été pris à la même place. Non, okay. non. C'était pris un peu à gauche, exactement, à droite. Pour pouvoir montrer là, différents types d'objets. Okay. Là-dedans, on a l'ensemble des matières aussi que l'archéologue peut retrouver. Parce que ce n'est pas toutes les matières qui se conservent bien dans le temps, dans la terre. Parce que souvent, c'est là qu'on va retrouver ces objets-là. Okay. Donc, on parle de poterie en terre cuite, pas de problème. Ça, des outils en pierre, comme ceux-là, qui sont probablement des pointes de flèche ou de lance. On parle d'ici, là, OK. Exact. Bon. Okay. Avec différentes grosseurs, différents types de pointes, différentes matières aussi. Ça, c'est important pour nous en tant qu'archéologues. Il y a aussi des os, comme on voit ici. C'est un osselon d'une jambe de caribou ou d'orignal qui a été fendu en deux, on a enlevé la moelle, puis on a aminci un côté pour en faire un épilateur. Donc, pour enlever toute la fourrure. Oui, okay. Donc, les os, tout dépendant de la période, on peut les retrouver. Une question. Oui. Quand on regarde les pointes de oui. flèches, ils sont ici. Ils sont ici, OK. Oui. OK. Est-ce que vous pouvez mettre un âge approximatif sur ça? Ou bien non, si on sait que ça va dépendre du type de pointe. Okay. Parce qu'il y a des pointes qui sont quand même caractéristiques. Si on regarde ici, les plus petites pointes, on a une date entre 450 et 300 ans avant aujourd'hui. Oh, pourquoi? Parce que ce type de pointe-là a été fait très, très tardivement, puis c'est caractéristique à une période. Mais juste la pointe elle-même, en mettant les objets en relation, là, on est capable, à ce moment-là, de trouver des dates. Mais juste une pointe, souvent, il y en a des caractéristiques, puis là, oui, on est capable. M. Laroche, il reste à peine 2 minutes. Oui. Puis j'aimerais qu'on montre l'autre aussi. Oui. C'est quoi celui-là ici? Des artefacts seulement en pierre, parce qu'on a ici des artefacts qui datent d'une période beaucoup plus reculée dans le temps. Ici, là, ce que je pointe ici, là, ça, c'est une gouge, qui est probablement l'équivalent d'un ciseau à bois. Okay. Avec un bout qui est aminci, probablement pour fendre le bois aussi. Ah. Donc, c'est pour travailler le bois. Les plus grosses pointes que vous avez Encore ici, des pointes de flèche? Les grosses, probablement des pointes de lance. Ah, okay. Les plus petites, probablement ici, des pointes de flèche. Mais c'est difficile d'attribuer parce qu'on n'a pas le fût en bois. Donc, tout dépendant du type, tout est dans la caractérisation des objets, là. Monsieur Laroche, on a à peine passé 10 de ce que vous voulez parler. Promesse formelle. On se fait une promesse mutuelle, si vous me permettez. Vous revenez au mois de mai prochain. Avec plaisir. On va faire une émission d'une demi-heure parce qu'il y a vraiment trop de choses, puis c'est tellement passionnant. Vous êtes un passionné et vous savez passionner les gens autour de vous. Parce beaucoup. Que moi aussi, je suis un passionné et vous me passionnez encore plus. Fait que merci infiniment. Vous connaissez votre matière. Vous ne la connaissez pas, vous la maîtrisez. On l'aime, notre matière. Voilà. On est passionné. C'est ce que je voulais que vous me disiez. Monsieur Laroche, merci et on se revoit très bientôt. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.